Pour ce BOF, qui est, sur mon sujet stage, l'IA dans le front, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait et les conclusions que j'en suis arrivé sur, la possibilité de mettre de l'IA dans le front. Donc pour cela, j'ai parlé en 5 points différents. D'abord, les objectifs de ce stage, le déroulement du stage. Ensuite, le machine learning et le deep learning, parce que ça a été important de se concentrer sur ces 2 familles pour voir la possibilité de l'IA dans le front. Ensuite, l'IA dans le front, comment ça peut être utilisé et pourquoi? Et enfin, un cas, concret du marketing personnalisé avec enfin une conclusion et les perspectives sur, ce sujet-là. Donc d'abord, les objectifs et le déroulement du stage. L'objectif, c'était d'abord de découvrir, quels pourraient être les avantages de mettre de l'IA embarqué dans le front et de faire, une synthèse des cas d'usage, et des différents algorithmes sur ces cas d'usage qu'on pourrait utiliser. Ensuite, ça aurait été de sélectionner les algorithmes, pour un cas d'usage concret et de le développer dans le front-end. Donc pour ça, j'avais plusieurs livrables. D'abord un comparatif front-back, après une synthèse, des cas d'usage et les algorithmes utilisables et enfin un POC sur un cas d'usage, particulier. Et donc pour ça, je devais avoir des connaissances, du web pour faire du front et du back, de deep learning et de machine learning et de TensorFlow, en particulier. Donc mon stage c'est séparé en 5 phases plus, un fil rouge qui a été, ma question pendant tout le stage, c'est les avantages et les inconvénients du stage, du l'IA dans le front. Et j'ai directement commencé à former un peu WebF sur ce qu'est l'IA, leur, leur donner des informations, requises pour la compréhension du sujet et eux, ils m'ont apporté des connaissances, plus approfondies sur le front. Donc par exemple Vue.js, les frameworks et les outils qui sont utilisés en front et après, donc j'ai fait une étude des cas d'usage. Donc qu'est-ce qui est fait, de nos jours, pour de l'IA dans le front? Je me suis après concentré sur un cas d'usage qui n'existe pas, mais qui me paraissait intéressant, c'était le marketing personnalisé. Donc, dans ce truc-là, me suis concentré sur j'ai essayé de tester détecter plusieurs techniques, qui pourraient être intéressantes pour le marketing personnalisé, comme le SVN, le KNN ou des algorithmes de deep learning et enfin développer un POC, sur le marketing personnalisé avec certaines techniques que j'ai trouvées intéressantes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est, ces 2 grosses familles d'IA, le machine learning et le deep learning? C'est quoi surtout la différence entre les autres? C'est par exemple, si on prend les cas d'un exemple de classification de chat et de chien, heu, un machine learning va d'abord faire une extraction de features. Donc par exemple, c'est grossièrement dit, mais les oreilles, la queue ou les moustaches du chat et il va les envoyer au classifieur qui va essayer de repérer si en fonction de ces features, sur ces images, si c'est un chat ou un chien. Alors qu'un réseau de deep learning, ça va être des plusieurs neurones où l'image va passer dedans pour essayer de détecter si c'est un chat ou chien. Ça peut être des neurones qui se suivent ou juste à poser, ça c'est juste un exemple, facile que j'ai présenté et donc il y a des avantages et des inconvénients dans les 2. Par exemple, le deep learning a souvent des meilleurs résultats que du machine learning, mais il a besoin souvent de plus de données et la plupart des algorithmes de deep learning sont des algorithmes avec de la donnée labellisée. Donc labellisé, ça veut dire qu'on a, hem, des informations de si c'est un chat ou un chien, alors que en machine learning, il y a certains algorithmes qui n'ont pas besoin d'avoir cette information-là pour fonctionner. Deuxièmement, pour le deep learning, les prédictions requièrent un entraînement très conséquent. Ça peut durer plusieurs semaines pour certains algorithmes, très poussés et souvent pour pouvoir gagner du temps, on a besoin d'un GPU alors que dans machine learning, un CPU est souvent, suffisant pour faire tourner un algorithme de machine learning. Donc maintenant, je vais plus me concentrer sur ce que j'ai fait pendant le stage et qu'est-ce qui pourrait être les avantages de l'IA dans le fond. Donc déjà, heu, pourquoi est-ce que WebF, la tribu dans laquelle j'ai évolué, a été intéressée pour faire, ce sujet de stage? C'est par rapport au côté, déjà la liberté d'information personnelle, dans, dans le web. Souvent, les données sont transmises à des grosses entreprises comme Google et qui les revendent, ces informations personnelles. Sur le côté aussi écologique, où il y a beaucoup de transition de data, des photos, des images, du client au serveur, où, et c'est ça, ça provoque, souvent des gros coûts, il faut dupliquer des serveurs, il faut avoir un nombre de serveurs assez conséquent et aussi se former sur cette nouvelle technologie qui est cette nouvelle technologie, sur l'IA et les techniques qui existent et aussi, mieux comprendre ce que c'est que l'IA dans le front et donc pour ça permettrait d'avoir une opportunité, alternative à l'IA du côté back et peut-être attirer de nouveaux clients sur un nouveau type de possibilités. Donc très rapidement, j'ai fait un POC, juste pour me donner des idées et hem et comment dire? Et pour confirmer des doutes que j'avais.
Donc c'était un POC, très simple. Le but, c'était pas de faire un algorithme de machine un algorithme très compliqué. Donc c'était un algorithme de deep learning de classification. Hem, quand je l'ai après pu comme ça, je l'ai codé très rapidement et j'ai pu comme ça essayer de le mettre en back-end et en front-end. Donc, pour l'architecture en back-end, j'avais un front normalement avec du React et celle-ci envoyait une image à mon serveur back-end qui, calculait la prédiction, si c'était un chat ou un chien et envoyait la réponse que j'avais juste à afficher. Alors que dès que j'arrivais en front-end, j'avais plus besoin d'avoir un back-end et je pouvais juste avoir une prédiction qui me disait, si c'était un chat ou un chien directement en front-end. Donc j'avais plus besoin de faire, de la transition de data et l'attente de la réponse, du back-end. Donc pour ce que donc comme j'ai dit, c'est un classifieur et pour ce je l'ai codé en Python parce que je me suis rendu compte très rapidement qu'avec TensorFlow, il y avait une méthode pour transformer, un modèle Python en un modèle JavaScript, et ça m'a fait gagner pas mal de temps car, bah, j'avais plus l'habitude de coder des modèles de deep learning en Python et ça m'a permis de pas perdre de temps à essayer de comprendre TensorFlow en JS qui était un peu différent. Donc, pour ce classifieur, j'ai d'abord dû trouver de la data comme c'était un sujet de recherche. J'avais pas de base de données libre, donnée par Octo ou par un client. Donc, j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai fait un classifieur chat-chien parce que c'est de la donnée qui est facile à trouver sur internet. J'ai augmenté cette base de données parce que je voulais plus de d'images. Après, bien sûr, j'ai créé le modèle et je l'ai entraîné pour le sauvegarder et après j'ai pu comme ça le mettre en front et en back-end pour faire la prédiction comme vous le voyez ici. Et donc pour ce modèle, bah, c'est un peu technique, mais j'ai fait des convolutions, des max pooling et des dropout et enfin un dense que je vais parler un peu plus en dessous. Donc comme je l'ai dit, j'ai trouvé un dataset avec 25 000 images, qui étaient déjà labellisées. C'est un avantage, comme ça j'avais pas besoin de faire la labellisation. Hem et je trouvais que c'était pas assez d'images, je voulais avoir plus d'images pour l'entraîner. Donc j'ai utilisé une librairie qui est Image Data Generator qui permet de créer de nouvelles images à partir des images qu'on a déjà. Ça va les par exemple faire des rotations, des mouvements à droite, à gauche pour créer de nouvelles images un peu différentes, qui va permettre d'avoir plus d'images d'entraînement. Donc comme j'ai dit, j'ai fait des convolutions, donc ce type de deep learning, c'est, un convolutional neural network. Dedans, j'ai fait des convolutions qui permettent bah, c'est le neurone que j'ai utilisé et après j'ai utilisé des max pooling et des dropout. Donc ça c'est pour, max pooling, c'est pour réduire le nombre de paramètres et pour pas perdre, parce que comme je voulais le mettre en front, je voulais avoir un algorithme qui était léger, et toujours performant et donc le dropout, ça m'a permis aussi de comme j'avais peu j'ai mis que 3 convolutions, je voulais qu'il surapprend pas et donc j'ai mis un dropout pour essayer qu'il soit, comment dire? Surapprend pas sur le jeu de données que je lui donnais et enfin j'ai fait des danses pour rendre l'information lisible par l'utilisateur, et bon l'entraînement j'ai passé 10 fois sur toutes mes images, voilà, tout simplement. Donc comme j'ai dit, pour sauvegarder le modèle en Python, du Java, c'est très facile. Il suffit de mettre 3 lignes de code et ça m'a permis de gagner pas mal de temps sur l'implémentation du modèle, qui était pas pour l'instant pas mon sujet intéressant à ce moment-là, d'essayer de l'implémenter mon modèle en front et en back, donc je voulais pas perdre de temps sur cette partie-là. Et pour prédire à la fin, que ça soit en front ou back-end, c'était toujours la même solution, c'est il faut charger l'image, après la mettre à la taille, qui est demandée par le modèle de deep learning et ensuite, prédire l'image et enfin analyser les résultats. Donc là, par exemple, on reçoit 2 valeurs, la classe 1 c'est la classe chat et la deuxième valeur c'est la classe chien et donc là, on peut conclure que cette image-là, le réseau de deep learning a, nous prévient que d'après lui, c'est un chat. Donc, qu'est-ce que j'en ai pu en conclure de ce POC? C'est déjà, que la transformation du modèle de deep learning, en Python, c'est très facile en TensorFlow. Ça va permettre, plus tard, s'il y a des clients qui veulent faire, de l'IA dans le front, l'équipe, les tribus, d'IA n'auront pas besoin de coder en JavaScript, qui est un langage qu'ils utilisent pas très peu et de toujours coder en Python et de le transformer rapidement si c'est pour du deep learning. Pour mon cas, la classification d'une image a été beaucoup plus rapide en front qu'en back. C'était lié, principalement au transfert de l'image et à la gestion de l'image, en back-end et je me suis rendu compte pendant que je développais ce POC que TensorFlow, en fait, utilisait le GPU du device client et donc si un client a un GPU, finalement, la prédiction, est très rapide, même si c'est en front où tu as pas un PC très puissant. Et après, ce POC m'a aussi permis de me poser la question sur, où mettre l'apprentissage. Parce que, il y a 3 possibilités que je vois moi. C'est d'abord, comme j'ai fait pour ce POC-là, un apprentissage en bac, donc comme moi je l'ai fait en Python et après, mettre juste la prédiction dans le front-end.
Un apprentissage en front, donc là, c'est en fonction de ce que l'utilisateur va faire et des données de l'utilisateur qui va nous promouvoir au modèle, on va l'entraîner et donc il va être très concentré sur l'utilisateur et donc si on le récupère ce modèle-là et qu'on le met à un autre utilisateur, il aura des performances sûrement moins intéressantes parce qu'il sera concentré sur un utilisateur en particulier et un apprentissage un peu hybride où on a un pré-entraînement, avec des données, génériques et ensuite on peaufine l'entraînement sur les utilisateurs en particulier. C'est ce que je vais essayer de faire sur mon POC, mon prochain POC là, du marketing personnalisé. Donc, comme j'ai dit, j'ai souvent parlé TensorFlow. C'est principalement une des seules librairies d'IA en JavaScript. Donc, dedans, bah, il y a les croix de faire des modèles, mais il y a aussi des modèles pré-entraînés qui permettent de pas perdre de temps à créer des modèles. Et c'est souvent pour des trucs d'image. Donc, il y a de l'image classification, de l'objet de détection, de la détection de visage et tout ça. Mais il y a aussi des algorithmes plus légers que le KNN que je vais parler plus tard, classifieur. Donc, pour les cas d'usage existants, je me suis rendu compte que bah, l'IA dans le front, pour l'instant, c'est pas très développé. Il y a très peu de gens qui essayent de le faire, et c'est la plupart du temps des expérimentations ou des jeux. Donc, par exemple, il y a des cas de Not Safe for Work, qui est une librairie qui permet de détecter des images compromettantes avant de les envoyer par mail, par exemple, ou sur un chat de groupe, ou un aide à la détection de risques pulmonaires, ou de l'apprentissage de calligraphie. Et le deuxième type de truc, c'est des jeux qui utilisent la webcam de l'ordinateur. Donc Pac-Man, contrôler Pac-Man avec la webcam ou contrôler Snake avec une caméra aussi. Donc la plupart des cas d'usage existants, c'est souvent des expérimentations des jeux. Octo a aussi fait un cas d'usage avant que j'arrive, qui était un cas d'usage pour aider les patients qui avaient la sclérose en plate. Ils faisaient leurs mouvements de réhabilitation et en front-end, ils détectaient si les mouvements étaient corrects et ça permettait d'aider les patients à faire les bons mouvements. Mais souvent, comme on voyait, c'est beaucoup de trucs avec la caméra et la webcam et c'est souvent avec de l'image et de la vidéo, donc les algorithmes avec de l'image et de la vidéo. Donc moi, j'ai voulu m'intéresser à un autre cas concret qui n'existe pas encore, c'est le marketing personnalisé. Donc je vais expliquer déjà qu'est-ce que c'est le marketing personnalisé. Le marketing personnalisé, c'est le fait de proposer des produits ou des services qui pourraient intéresser le client, mais en fonction de ce qu'il fait sur le site. Par exemple, ce qu'il va acheter, ce qu'il va regarder, toutes les actions qu'il va faire sur le site. Le marketing personnalisé, c'est bien sûr dans les sites de vente en ligne, mais aussi tout ce qui est des sites d'articles de journaux qui va te proposer des articles de journaux en fonction des articles que tu as lus précédemment. Il existe déjà des outils pour faire du marketing personnalisé, par exemple Google Analytics, qui est en fait un outil de Google qui permet de collecter toutes les actions de tous les utilisateurs sur ton site web. Par exemple, on peut savoir le nombre de pages vues, le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est combien d'utilisateurs sont arrivés sur la page et sont partis directement sans visiter d'autres pages. Le nombre de pages visitées par utilisateur, la provenance, donc s'ils viennent de quels réseaux sociaux, s'ils viennent de Facebook, Twitter, les moteurs de recherche avec lesquels ils sont arrivés sur votre site, les mots-clés et même la géolocalisation des utilisateurs, s'ils viennent de France, s'ils viennent des États-Unis, n'importe quel pays. Et enfin, quel navigateur ils utilisent. Donc toutes ces informations peuvent être utilisées pour plein de choses, mais principalement aussi pour du marketing personnalisé. Et donc, pourquoi en fait on voulait faire du marketing personnalisé en front-end? C'est pour le côté les données d'utilisateurs qui sont récupérées par Google et qui sont revendues. Et donc, on voulait essayer de faire un sorte de concurrent à Google Analytics qui permettrait de faire du marketing personnalisé sans voler et sans récupérer les données de l'utilisateur. Donc, pour cela, j'ai essayé de regarder quel genre d'algorithme se faisait pour du marketing personnalisé en back-end. J'ai voulu me concentrer sur du machine learning au début parce que en ayant déjà fait un POC sur le deep learning, je voulais essayer d'utiliser la deuxième type de grande famille de l'IA, machine learning, pour avoir une vue à peu près complète de ce qui est possible de faire en IA dans le front. Donc d'abord, je me suis concentré sur la méthode de support vector machine. C'est une méthode qui va essayer de mettre tous les articles du site sur une carte et les positionner en fonction de leur type. Et en fonction de si l'utilisateur a aimé ou pas aimé des articles, on va essayer de créer une ligne pour séparer ces articles aimés et pas aimés. Par exemple, on va dire que de ce côté-là, c'est les articles qui ont été aimés par l'utilisateur, et de ce côté-là, les articles qui n'ont pas été aimés. Si on a un nouveau article, on va essayer de le positionner sur cette carte-là, et en fonction de s'il est à droite ou à gauche de la ligne, on va
on va proposer cet article à notre client. Donc comment ça se passe en termes d'algorithme? C'est on a une liste de produits avec le résultat pour l'entraînement. On va extraire des features. Donc par exemple pour la berline rouge, ça peut être rouge, voiture, luxe, berline, voilà. Et après on va tous passer ces features là dans le SVM qui va le positionner dans sa carte de produit et il va faire une prédiction. Et en fonction de s'il s'est trompé ou pas, parce que à l'entraînement, on va regarder par rapport au résultat. Si c'est pour proposer un produit, il n'y aura pas cette ligne ici, et ça sera juste, on va juste récupérer cette prédiction pour conseiller ou pas au client le produit. La deuxième méthode, c'est pareil, une autre méthode de machine learning, c'est le Canires Netboard. Celui-là, c'est pareil, il va positionner tous les articles du site, par exemple, dans une carte de produits. Et pareil, là, par exemple, on va dire que les carrés bleus, c'est les produits qui ont été intéressés, que le client a déjà acheté ou est intéressé par. Et en triangle rouge, les produits que le client n'a pas été intéressé. Et donc là, notre point vert, c'est notre prochain produit qu'on veut voir si on veut le proposer à ce client-là. Et donc, on va regarder les voisins. Et le voisin, on va regarder par rapport à une variable que la personne qui a fait le code va décider. Donc, par exemple, 3 ou 5. Donc, si on regarde les 3 plus proches voisins, on va considérer que c'est pas intéressant parce qu'il y a plus d'éléments non intéressants que le client n'a pas été intéressé par que de produits auxquels il a été intéressé. Et si c'est 5, par exemple, il y a plus de produits auxquels il a été intéressé par rapport au nombre de produits où il n'a pas été intéressé. Et donc, si, en fonction de ce cas, ça peut totalement changer l'algorithme et la prédiction. Donc après, j'ai commencé à un POC. Donc, comme j'ai dit, pourquoi ce POC? Je voulais un cas d'usage plus concret que juste une classification de chat et de chien, qui est un cas qui ne arrivera jamais en tant que produit réel. J'ai fait de la recommandation de films parce que comme pour le POC de chat et chien, j'avais pas de dataset donné par un client par Octo, donc j'ai essayé de trouver un dataset qui pouvait être intéressant, qui pouvait répondre aux algorithmes que je voulais développer. Et comme j'ai dit, je voulais essayer de faire du machine learning et pas du deep learning pour avoir une vision globale sur l'ensemble des possibilités. J'ai souvent utilisé Python et Sklearn pour tester d'abord les algorithmes. Comme j'ai dit, il y a une très petite communauté d'IA dans le front. Et donc, souvent, je devais tester tous les algorithmes que je voyais, que je trouvais intéressants, avant d'essayer de les implémenter en JavaScript. Et j'ai utilisé Vue pour tout ce qui était le front. Et donc, pour l'instant, le point que je vais vous présenter pour l'instant, c'est que de l'apprentissage back. Et au fur et à mesure, je vais essayer je vais essayer de tenter de voir si c'est possible de faire un apprentissage hybride. Voilà. Et donc, pour le POC, ça se présente comme ça. Donc là, par exemple, on est sur le site de films. Donc là, il y a toutes les catégories de films, tous les films que le site a. Et donc, par exemple, j'ai aimé ce film-là où je l'ai regardé. Donc, j'ai regardé Jumanji. Et là, le site va te proposer 10 films en fonction de du film que j'ai regardé. Donc, au début, pourquoi il n'y a pas de film? C'est parce que je suis un nouveau utilisateur. Et donc, quand je suis un nouveau utilisateur, mon algorithme ne connaît pas encore très bien ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et donc, il attend d'avoir regardé un premier film. Et après, en fonction des plusieurs films que je regarde, par exemple, si je regarderai Jurassic Park, il va me proposer de nouveaux films différents en fonction des 2 films que j'ai regardés précédemment. Par exemple, Star Wars, il va me proposer d'autres Star Wars, par exemple, ou des trucs comme ça. Voilà pour le POC. Et donc, ce que j'en ai conclu de ce POC, c'est tout d'abord que en final, en machine learning, il y a très peu d'outils. Comme j'ai dit, sur les 2 méthodes, il y en a une que j'ai pas pu implémenter, le SVM, parce j'avais aucun outil en JavaScript pour l'implémenter. Et le Canvas, j'ai dû utiliser TensorFlow.js pour essayer de l'implémenter. Ce qui fait que pour l'instant, je pense que pour de l'IA dans le front, c'est plutôt des algorithmes de deep learning ou des algorithmes qui sont déjà développés dans TensorFlow.js en machine learning qui peut être utilisés. Et donc, pour la conclusion de ce POC, j'ai plusieurs choses. C'est dans quel cas l'IA dans le front pourrait être intéressant. Donc déjà pour le front, il y a une certaine confiance de l'utilisateur parce qu'on ne vole pas ses données utilisateurs et ça respecte un côté RGPD des données. Par contre, les avantages, le côté, c'est qu'en back maintenant, les gens, ce que les font les sites, c'est juste qu'ils demandent un consentement de l'utilisateur pour pouvoir utiliser les données personnelles, et ce qui permet d'utiliser les données même si l'utilisateur n'est pas trop d'accord. La plupart des gens acceptent sans lire le consentement d'utilisation. Pour le côté écologique, les données ne sont pas répliquées dans le serveur, comme il n'y a pas d'envoi de données, il n'y a pas de duplicata de données, donc il y a moins de stockage, il y a moins aussi d'appels le client-serveur parce qu'à chaque prédiction, c'est fait qu'en front-end, donc il n'y a pas d'appel au serveur.
Et le fait qu'il y a moins d'appels au serveur, ça fait qu'il n'y a pas besoin d'auto-scaling des serveurs et donc et donc d'avoir des duplicata de serveurs et donc d'avoir de gros serveurs partout. Par contre, le côté écologique dans le back, c'est que bah, comme la prédiction est faite en front, bah, les brochures vont peut-être être beaucoup plus lents à afficher les pages ou à prédire ce que tu veux. Et ça va peut-être faire que bah, des utilisateurs qui ont des ordinateurs qui paraissent très lents vont changer pour avoir un ordinateur, par exemple, avec un GPU, pour avoir des meilleures réponses une plus grande rapidité à répondre à l'affichage de la page. Et c'est un gros problème écologique dans ce monde, le fait que les gens changent très souvent de device, de téléphone, de PC. Et ça, c'est un gros problème écologique. Pour ce qui est de la performance, comme j'ai dit, TensorFlow.js utilise un GPU, mais et comme pour l'instant, il y a très peu d'outils de machine learning développés en JavaScript, c'est la plupart des temps des algorithmes de deep learning qui pourraient être intéressants de mettre. Et donc, bah, c'est conseillé d'avoir un GPU. Donc, en fonction du client, bah, les performances sera totalement différentes en fonction des devices du client. Et par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de transfert de données. Donc, dès que la donnée est lourde, tu peux gagner un certain temps par rapport à de la prédiction en back-end. Après, l'avantage de la prédiction en back-end en termes de performance, c'est que tu as des serveurs beaucoup plus puissants avec des gros GPU, des grosses puissances de calcul, bah, souvent qui sont taillés pour l'algorithme qu'on veut mettre dedans. Et donc, après, en termes de performance, c'est un jeu entre bah, la taille de la donnée et la puissance de calcul en back-end. Comme j'ai dit, il y a peu d'outils pour l'instant de machine learning en JavaScript, alors qu'en back-end, bah, comme la plupart des IA maintenant sont faits en ce moment en back-end, il y a beaucoup d'outils, il y a sklearn, il y a TensorFlow, il y a PyTorch, il y en a beaucoup d'autres. Et, après aussi, on s'est posé la question de l'IA dans le front, ça pourrait être intéressant quand il n'y a pas de connexion, quand on ne peut pas avoir une transition de data entre le client et le serveur dans des milieux où on peut pas avoir de connexion. Ça pourrait être intéressant de mettre de l'IA dans le front. D'après mon premier POC et d'après les cas d'usage, la plupart des cas de l'IA dans le front, c'est des cas où il y a de la vidéo ou de l'image, parce que c'est des données assez lourdes, et donc la transition au serveur est souvent assez volumineuse. Donc peut-être pour ce genre d'algorithme sur de l'image et de la vidéo, ça pourrait être intéressant de la faire dans le front. Après, on s'est posé la question sur la qualité de sécurité des données. Parce que comme les données restent dans le navigateur, il n'y a pas de possibilité de se faire pirater les données. Mais on m'a dit que en fait, les données sont tout le temps encryptées et donc au final, c'est pas un vrai point d'avantage pour le front. Après, c'est à voir par rapport au cas d'usage qu'on a s'il y en a un client qui arrive. Et enfin, le plus gros problème dans le front, c'est la petite communauté. Donc, il y a peu de ressources, peu de communauté. Et donc, dès que tu as des questions, il y a peu de gens qui peuvent répondre à tes questions. Alors que bah, pour de l'IA dans le back-end, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Et donc, il y a des réponses sur presque toutes les questions qu'on se pose dans l'IA dans le back-end. Donc, pour les perspectives qui restent à regarder, c'est bah, de toute façon, il y aura toujours besoin de l'IA et du front, mais le WebAssembly qui pourrait être intéressant à regarder. Le WebAssembly, en fait, c'est un truc qui permet de transformer du code Python ou d'un autre langage directement en JavaScript et donc ne plus avoir besoin de passer par du TensorFlow.js et de totalement tout coder l'algorithme en Python et de le transformer avec du WebAssembly pour le mettre automatiquement dans le front. Donc et là, je vais faire un petit retour d'expérience sur ce stage. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la transmission des connaissances, toute la partie au début où j'ai aidé WebF à mieux comprendre ce que c'était l'IA. Et eux, tout ce qu'ils m'ont appris sur le web, par exemple les typologies des web, tout ce que j'ai appris sur le Vue.js et tout ça. Aussi, j'ai adoré l'ambiance WebF où il y a, avec les gens des tribus où je pouvais apprendre plein de choses, où il y avait beaucoup d'exposés par d'autres personnes de WebF qui permettaient d'apprendre plein de choses. Ce que j'ai un peu moins aimé, par exemple, c'est la recherche, surtout dans un milieu où il y a une toute petite communauté et manque de ressources, parce que ça a rendu la recherche très longue et des fois très peu fructueuse. Et bien sûr, le 100% télétravail d'avoir, qui permet pas d'avoir une bonne relation avec d'autres équipes, d'autres tribus. C'est difficile d'aller voir d'autres tribus quand on sait pas trop qui aller voir en 100% télétravail. Donc aussi, ce que je ferais mieux, peut-être moins de développement en Python. Par exemple, sur le premier POC, ça m'a été très utile parce que j'ai gagné beaucoup de temps. Mais sur le deuxième POC, j'ai beaucoup développé en Python des algorithmes pour les tester. Et je me suis pas renseigné avant si elles étaient faisables en Fontaine. Et donc, en fait, j'ai développé beaucoup d'algorithmes de machine learning pour le marketing personnalisé et en me rendant compte après qu'en fait, ils étaient infaisables pour l'instant avec les outils qu'il y avait.
ou que ça perdait trop, j'allais perdre trop de temps à essayer de les redévelopper à la main. Donc j'ai perdu beaucoup de temps à développer en Python, alors que j'aurais dû juste me renseigner d'abord sur si c'était faisable en front-end. Et j'ai beaucoup, grâce à tous les retours et de l'apprentissage, j'ai appris à mieux coder pour du front, mieux organiser mes components et perdre moins de temps pour quand j'ai voulu mettre, par exemple, pour mon premier POC, mettre l'IA dans le front et dans le backend. Dans les retours que l'équipe m'a fait, c'était que ça leur a permis d'avoir du matériel pour mieux comprendre l'IA. J'ai fait 4 présentations aux journées tribu sur l'avancée du stage, sur l'IA et sur plein de trucs. Et ils ont permis de mieux comprendre les possibilités de l'IA dans le front, donc quel genre de client ça pourrait être intéressé, dans quel genre de cas ça pourrait être intéressant de faire de l'IA dans le front. Et donc, j'aimerais bien remercier Pierrette Bertrand et Mathieu Luret qui m'ont accompagné pendant ce stage, et toute la tribu WebF qui m'a toujours donné des conseils sur ce que je faisais et comment, si je me trouve allé dans une mauvaise direction. Et enfin à tout Octo pour l'ambiance qu'il y a et ces 6 mois qui ont été géniales. Voilà, si vous avez des questions. Du coup, sur tes différents POC que tu as fait, tu as pu tester du coup la prédiction en front directement. Ouais, Est-ce que tu as mesuré vraiment mesuré le coût que ça demandait, soit en temps, soit en calcul? j'ai calculé sur le premier POC. Par exemple, sur le deuxième POC, j'ai pas encore, comme j'ai pas fait de back-end, j'ai Ouais, calculé. Et comme j'ai dit, pour l'instant, en front, ça a été beaucoup plus rapide. J'ai fait un calcul rapide juste avec du temps j'ai fait un calcul entre le temps au moment où j'envoie l'image, au moment où je reçois la prédiction. Et donc, comme il y a 2 étapes en moins, finalement, ça a été plus rapide en front-end, parce que la transition de l'image et la gestion de l'image en back-end a pris pas mal de temps ouais, par rapport à juste la prédiction en front-end. Voilà. ok, Mais je l'ai fait que sur que le premier POC, parce que le deuxième POC, j'ai pas fait de back-end. Je me suis concentré que sur le front-end. Voilà. ok. Et le premier POC, c'était ton CNN avec les trois C'est ça. couches. Ok, Avec merci. 3 couches. Donc c'est un algorithme très léger. Voilà. Ouais, ouais, ok. Donc sur un algorithme plus lourd, je pense que peut-être il aurait fallu essayer sur des algorithmes plus lourds, mais j'ai pas eu le temps. Ok. Et j'avais une autre question, c'était, tu disais qu'il y avait certains templates un peu que TensorFlow mettait déjà, enfin proposait déjà. Ouais, Est-ce il y a d'autres architectures connues comme ResNet ou autres qui ont déjà aussi des versions front? je l'ai pas trouvé. Non. Ok, Le seul truc que j'ai trouvé, c'était TensorFlow. Alors après, peut-être que c'est nouveau, mais pour l'instant, j'ai trouvé que TensorFlow, moi. ok, merci. Pas de souci. Euh, Moi, je... Goo- ouais, Google a mis des trucs du genre PostNet ou Ah oui? un peu Ah, spécifiques. Ouais. ah bah, il faut que je regarde ça. Mais Merci. c'est aussi en TensorFlow.js, c'est juste c'est C'est TensorFlow.js? Oui, d'accord. Ok. Ouais. Oui, il y avait quelques modèles entraînés déjà. Là, j'en ai montré que 6, mais il y en a d'autres. Il y en a sur du natural language. Il y a Ouais, sur d'autres trucs. Il n'y a pas que de l'image. Il y a d'autres cas. Là, j'ai mis le ouais, preuve parce que c'était sur ça que je me suis concentré. Mais il y a d'autres types d'algorithmes déjà pré-entraînés, du natural language, je crois. Et ouais, je crois qu'il y a aussi des trucs pour détecter le comportement dans du texte ou je sais pas quoi. ouais, tout à fait, sentiment Voilà. analysis. Ouais, ça. Il y a il y a d'autres. Il y a une liste de toute façon. Si vous voulez, je pourrais la mettre en annexe de tous les modèles déjà pré-entraînés Mm, en front-end. mm, mm. Mais c'est souvent dans ce que j'ai vu, c'est souvent pour du texte, de l'image et il y a le Canon en plus. Mais c'est principalement ça. Ouais, ouais, carrément. Mais oui, ça peut être utile, ouais, de partager. Ouais, bah je mettrai un lien. J'ai un lien sur ça, mais je l'ai pas mis juste dans les slides. Merci. J'ai interrompu une potentielle question, je crois. Ouais, alors c'est une question. Moi, je suis pas sûr de tout comprendre. À un moment, tu as parlé de WebAssembly. Ouais, Euh, pour passer de Python à du JS, c'est ça? ouais. Bah c'est ce qu'on m'a parlé. J'ai pas encore trop penché cette question-là. Ok. C'est Et les perspectives de plus tard pour continuer à regarder. tu penses Voilà. pas qu'il y aurait des grosses pertes de perf à ce niveau-là? Genre sur Peut-être. des... C'est pour ça que j'ai pas trop encore regardé. Ouais. Ça peut-être perdre. C'est le côté peut-être perf. C'est peut-être le problème de ça, mais c'est peut-être. En fait, après il faudra regarder parce que comme je dis, TensorFlow, il y a pour l'instant pas tout. Bah, c'est pas que pour du deep learning. Alors après, peut-être pour faire d'autres cas, peut-être mettre du WebAssembly pour tester, mais la question c'est après les perfs, ouais. Ok. Mais j'ai pas encore trop pu regarder ça.